Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cup of Dev. Aujourd'hui, nous allons parler éco-conception avec Marianne. Comment ça va Marianne aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, ça va super, c'est le début de la saison des pumpkins, donc je me régale avec ma boisson favorite des pumpkin spice latte. C'est bien, c'est ta favorite, tant mieux. Ah oui, je suis ravie, meilleure période de l'année. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Benjamin. Bonjour. Salut. Benjamin, alors qui es-tu ? Eh ben alors écoute, moi je suis développeur web, développeur full stack, et puis je suis aussi membre du collectif Green IT, qui s'intéresse à pas mal de questions d'éco-conception notamment. Super, déjà merci d'être avec nous. Et pour commencer, déjà, est-ce qu'on pourrait peut-être définir un petit peu l'éco-conception ? Qu'est-ce que c'est ? Pour donner un peu une idée, si des gens qui nous écoutent n'auraient pas trop, je pense peut-être au moins entendu parler, mais peut-être plus dans le détail. Alors l'éco-conception c'est un truc très large qui peut s'appliquer à plein de biens, de services, et puis puisque nous on est dans la tech, on s'intéresse à l'éco-conception de services numériques. Et donc ça fait intervenir plein de choses différentes, mais principalement de faire en sorte que nos services soient le plus économes en ressources, et puis avant ça, même de lutter contre l'obsolescence des terminaux. C'est un des points centraux de l'éco-conception, c'est de se dire que le bosser, par exemple, la rétrocompatibilité, ou alors faire en sorte que les gens renouvellent le moins possible leurs terminaux, c'est le point central. L'idée derrière ça, c'est que l'impact des terminaux, et donc quand je dis terminaux, c'est le téléphone, l'ordinateur, le truc final qu'on va utiliser. Ce truc-là a un impact beaucoup plus grand que celui des data centers, par exemple, ou des réseaux qu'on utilise. Et donc ça va conditionner tout un tas de choses dans l'éco-conception. Oui, c'est très intéressant parce que c'est pas forcément la première idée qu'on va avoir, surtout qu'en plus en termes de communication dans les médias, on entend surtout les gros data centers. Donc déjà c'est intéressant de préciser un petit peu ce point-là. Ouais, tout à fait. Les data centers, en fait, alors l'impact n'est pas négligeable, d'ailleurs il est en augmentation, et un des facteurs qui commence un peu à déséquilibrer cette tendance, c'est l'IA, qui fait qu'on augmente la quantité de calcul qui se fait côté serveur. Un des grands sujets du moment. Ouais, gros sujet du moment. Mais il y a quand même cette réalité physique qui est qu'il y a des milliards, même des dizaines de milliards de terminaux dans le monde. D'ailleurs, je te disais, téléphone, ordinateur, auquel on pense. Mais en fait, tout ce qui est objet connecté, ta dernière Apple Watch, le truc pour, j'en sais rien, ton thermostat connecté, voilà, ça c'est tout autant de choses qui pèsent dans le nombre total. Et puis des data centers, en fait, on a quelques milliers. Si tu comptes ton nombre d'équipements, de serveurs, de racks dans ton data center, ça peut être quelques millions. Mais en gros, t'as un énorme rapport entre les deux. Donc l'écrasante majorité de la pollution va venir donc des terminaux. Dans ce qu'on a dans notre poche. Ce qui est un peu déprimant, ce qui veut dire que en fait t'as même pas commencé à écrire ta première ligne de code, que déjà t'es un peu perdu, parce que ce qui a pollué à 80%, c'est fabriquer le téléphone de ton utilisateur. Tu dois déjà rattraper 2000 tonnes de CO2 consommées juste en ouvrant ton ordinateur. C'est d'ailleurs souvent un des grands arguments, d'ailleurs, parce que l'éco-conception et l'écologie dans la tech, c'est quand même un enjeu un peu particulier, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de toute façon, la moindre chose qu'on va produire est déjà polluante par définition. Donc à quel moment c'est vraiment pertinent de s'en soucier ou pas. Donc est-ce que tu aurais des clés là-dessus ? Ouais, déjà il faut se poser des questions d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que la pollution, la pollution numérique, pour donner quelques chiffres, c'est à peu près aujourd'hui dans les 5% de la pollution mondiale. Donc tu prends tous tes avions, l'alimentation, le chauffage, etc. Rien que le numérique tout seul, c'est 5%, c'est assez énorme. Et en plus, c'est en augmentation. Et puis, en gros, nous, on peut avoir un impact en tant que développeur là-dessus, parce que le renouvellement des terminaux, c'est pas que des politiques de Apple, Samsung, etc. C'est aussi ce que nous, on va coder et qui va pousser ou pas à l'obsolescence. Ouais, c'est quelque chose qui a été beaucoup... en tout cas, moi, j'en ai pas mal entendu parler. Ouais. Le côté... les terminaux sont de plus en plus puissants. Ouais. Et on a tendance, surtout nous, développeurs, à coder sans prendre en compte... peut-être justement en prenant en compte et sans se limiter. Du coup, on va avoir tendance à développer des choses de plus en plus puissantes, de plus en plus impressionnantes, qui, pour la majorité du temps, n'ont pas forcément grand intérêt. Et du coup, ça fait beaucoup de pollution. Et ça fait surtout... beaucoup de puissance utilisée pour pas grand chose. Ouais, il y a plein de problèmes, de biais dans ce que tu racontes. Il y a déjà le fait que la puissance informatique de nos appareils augmente pas mal dans le temps, donc
tu peux écrire du code un peu pourri et pas très performant à un moment T, et puis en fait sur le téléphone ou le PC dans quelques années, à la prochaine génération de processeurs ou autre, tu vas avoir un truc qui va mieux tourner. Ça, c'est un premier problème. Un autre problème, c'est aussi que parfois il y a de la puissance qui est pas forcément super bien utilisée, tu vois, on n'a pas toujours des usages qui nécessitent toute cette puissance. Et puis oui, voilà, en fait, ce qui va créer de l'obsolescence, c'est pas forcément des problèmes matériels, mais c'est aussi que le logiciel que toi t'as écrit, il va donc bien tourner sur le device d'aujourd'hui, mais en fait sur un appareil d'il y a quelques années, ça va pas très bien tourner. Et puis donc un utilisateur qui voit ses applications préférées, par exemple, qui marchent plus très bien, en fait il va changer son téléphone. Tu vas pas du jour au lendemain te dire bon, j'arrête de consulter mon appli bancaire, d'aller naviguer sur internet, de faire ce genre de choses. Et donc en fait le côté logiciel n'est pas toute la responsabilité, mais indirectement en fait on peut créer pas mal d'obsolescence et donc de pollution associée. Parce que j'ai fait un atelier qui s'inspirait de la frise du climat, il me semble que c'était la frise du numérique. La fresque du numérique, ouais. La fresque du numérique, pardon, pas la frise. Et c'était intéressant, parler plein d'effets, du coup, un peu ce que tu disais, le fait que, en fait, on a ce biais on va un peu améliorer notre technologie pour améliorer notre vie de tous les jours, et au lieu de s'en contenter pour avoir amélioré notre vie, on va se dire, maintenant j'ai beaucoup plus de capacités, je vais peut-être pousser et je vais faire encore plus de choses, et on va se retrouver encore à être limité, et du coup à vouloir encore plus pousser, et il y a cet effet un peu cercle vicieux au lieu de se contenter de ce qu'on a et continuer à faire quelque chose qui fonctionne bien à l'état actuel, on va dire, non, si j'améliorais encore plus ça, alors que est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas forcément. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est une des questions qu'on se pose en éco-conception. Il y a tout un aspect technique. On peut faire des optimisations, faire en sorte que ça aille plus vite, etc. Mais le premier truc à se poser, c'est en gros, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc ? Et donc, certains développeurs sont même un peu frustrés en se disant, c'est pas principalement mon travail. C'est en amont mon PO ou quelqu'un du métier en tout cas qui va déterminer le besoin. C'est lui qui va potentiellement créer des fonctionnalités inutiles. Et nous, on encode tous les jours des features pour faire plaisir à quelqu'un, pour des raisons politiques. Parfois, l'organisation peut aussi influencer l'architecture ou les technos utilisés. Et donc, on se retrouve avec du code inutile. Donc, pour nous, c'est du code à maintenir supplémentaire, ce qui n'est pas génial. Et puis sur l'impact de ces fonctionnalités, très concrètement, une grosse code base très lourde, ça peut influencer les performances assez négativement, quoi. C'est intéressant parce que du coup, à travers le discours, en tout cas là ce qu'on a comme discussion, je trouve qu'au final les arguments qu'on pourrait avoir pour parler d'éco-conception, au final c'est pas tant le côté éco, mais plus le côté conception, qualité de code, et se dire comment est-ce qu'on peut faire des choses plutôt plus propre, coder correctement, coder ce dont on a besoin, et remettre un petit peu en question la partie fonctionnalité. C'est vraiment ce côté conception qui va être mis à l'honneur au final, et l'éco c'est important, c'est ce qu'on cherche quelque part, mais au final on va pas tant en parler que ça. Ouais, y a plusieurs aspects dans ce que tu dis. Il y a le côté conception où effectivement, très schématiquement, on dit que tu as la moitié ou peut-être 2/3 de l'impact au moment de la conception, et que même avec toutes les améliorations techniques que tu veux, tu vas pas avoir l'impact, le plus gros de l'impact en gros, même si tu as un super hébergeur green, même si tu charges tes données de manière asynchrone, les e-logging, etc. Même si tu optimises tous tes médias, ce genre de choses, c'est des conseils qu'on a dans l'éco-conception côté technique. Mais oui, en fait, c'est presque un peu comme un déchet. Mais tu sais, on dit parfois le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe jamais, qu'on va jamais produire. C'est un peu pareil. La meilleure feature, la plus écologique, c'est celle qu'on fait pas. Et du coup, on peut avoir des biais. Nous, dans le développement logiciel, vous connaissez le truc. Donc, on commence souvent. On a une phase où on fait un POC, où on fait un MVP, où on se dit, je vais commencer à me concentrer sur 2-3 fonctionnalités principales. Donc là tout roule, on fait presque de l'éco-conception par défaut. Et puis au moment du run, quand c'est lancé en prod, on se dit les utilisateurs demandent de ceci. Alors les utilisateurs demandent ceci, déjà ça se questionne. Est-ce que c'est une poignée d'utilisateurs ou est-ce que c'est vraiment un grand nombre ? Et puis on va commencer aussi à rajouter des fonctionnalités. Et souvent c'est au bout de plusieurs années qu'on commence à avoir des très très grosses apps trop lourdes, trop complexes. C'est là qu'on se dit c'est trop compliqué, c'est trop lourd, on recommence à zéro et puis on recommence le cycle.
Et donc, dans l'éco-conception, il y a aussi une certaine sobriété dans l'exercice et un gros questionnement sur ce qu'on va mettre dans l'appli finale ou pas, en fait. Aujourd'hui, la sobriété, c'est quelque chose de très difficile à vendre. Ouais. Moi, je vois, après, j'ai peut-être travaillé dans des contextes un peu particuliers, parce que l'e-commerce, forcément, c'est peut-être un peu plus violent de ce côté-là. Mais c'est vrai que défendre la sobriété dans des contextes comme ça, c'est très complexe, c'est très politique. Il faut être le premier dessus pour pouvoir. C'est beaucoup de pub, en fait. Ouais. C'est d'image, c'est beaucoup de l'image. Donc, défendre la sobriété là-dessus, à part si justement on veut en faire une image. Et là, justement, on pourrait tomber dans le côté un petit peu négatif du greenwashing. Ouais. C'est un équilibre extrêmement précaire. Ouais. Tout à fait. En fait, la sobriété, effectivement, c'est un truc qui est assez dur à vendre. Alors, il y a quelques astuces. Par exemple, si tu dis le produit va se concentrer sur l'essentiel, répondre aux besoins de 80-90% des utilisateurs, et du coup nécessiter moins de temps de développement, bon, c'est autant de coûts en moins. Pareil, si tu dis que tu peux avoir des fonctionnalités un peu moins sympas, mais qui vont demander par exemple beaucoup moins de briques d'infra, je sais pas, par exemple, la disponibilité, c'est des trucs qui sont très coûteux énergétiquement. Si tu dis que en fait on va se passer de tout ça, donc on va peut-être légèrement réduire une certaine forme de qualité, mais optimiser les coûts et puis quand même rendre le service à la fin, ça peut être des arguments qui marchent. Pareil, si on essaie de parler d'éco-conception ou d'écologie, il y a des gens qui ne sont pas super convaincus. On peut utiliser le terme de performance ou d'optimisation, qui n'est pas le cœur, la philosophie de l'éco-conception, mais qui est un truc qui va quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas réussi à convaincre mon PO, par exemple, qu'une certaine fonctionnalité ne sert à rien, si je l'optimise, c'est dommage. C'est le moindre mal. C'est une espèce de moindre mal, c'est ça le truc. Ouais. Ouais, réussir à les convaincre sur peut-être d'autres valeurs qui les touchent plus, comme le coût qu'ils peuvent avoir, même vraiment juste sur le prix que ça peut coûter d'avoir trop de serveurs un peu partout, trop de conteneurs qui ne servent à rien, trop d'espace. Ça peut peut-être aussi les toucher plus, malheureusement. Mais on sent qu'au final, sur la partie conception, on commence à devenir, en tant que dev ou MPO des fois, un peu faire du marketing, quoi. C'est fait de la vente, essaye de promouvoir un peu nos idées, et des fois il faut rendre le truc un petit peu plus alléchant et trouver de meilleurs arguments. C'est ça, et souvent, forcément, le budget, c'est quelque chose qui marche bien. C'est sûr. Moi je le vois parce que j'essaye de vendre, c'est de travailler pour vendre justement la disponibilité, c'est de challenger un petit peu ces enjeux-là. Est-ce que vous avez vraiment besoin que votre produit soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et au final, ce qui va toucher, je pense, plus ces entreprises-là, c'est, vous voyez, si vous le faites tourner moins longtemps, du coup, c'est des coûts en moins. Donc, c'est toujours passer un petit peu par ces biais-là. Ouais. C'est un peu... heureusement qu'on arrive quand même à les vendre, ceci dit. C'est déjà ça. Mais c'est toujours un petit peu frustrant, je trouve, de pas pouvoir... en tout cas, moi, j'ai cette impression très souvent de pas pouvoir afficher clairement ce volet éco-conception. Être capable de dire, moi, si je vous vends, dans le cadre de la disponibilité, justement, pour rester sur cet exemple-là, si je vous parle de ça, c'est parce que, niveau écologie, c'est intéressant de pas faire tourner des serveurs pour rien, et pas uniquement budgétairement, quoi. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, c'est toujours difficile de... Bien sûr. De parler Il y de ça. a un autre argument qui peut convaincre, c'est souvent que par la simplicité, on va avoir des... Alors, performance, c'est un mot un peu de développeur, mais en gros, en général, une plus grosse rapidité de notre appli mobile, de notre site web, etc. Et ça, c'est un truc qui est plutôt apprécié. La grosse page web surchargée qui met 15 secondes à se charger, ça fait fuir les utilisateurs, pas que dans le e-commerce. Donc, avoir quelque chose qui va droit au but, c'est aussi plus apprécié. D'ailleurs, il y a certains cas où tu peux donner plusieurs options à un utilisateur, de dire est-ce que tu veux une version très sobre qui va se charger très vite, ou une version plus complexe avec plus de ressources à charger, d'images, de fontes, d'éléments d'interface. Il y a plein de gens qui choisissent la première option parce que, en fait, si tu as envie juste d'utiliser un service numérique et que tu n'as pas besoin de paillettes en quelque sorte, tu peux choisir ça. Il y a un autre axe aussi qui pourrait les convaincre, qui pourrait convaincre des entreprises qui ne sont pas très touchées par l'éco-conception et l'écologie, c'est le légal, parce qu'il me semble que là en France, il y a une loi qui est sortie pour que tous les sites soient à 50% accessibles. Alors je me trompe peut-être sur les chiffres. Et on peut aussi passer par l'accessibilité pour être un peu plus éco-responsable. C'est un peu ce que tu disais au début, Benjamin, genre
sortir de notre biais, de notre PC hyper performant de développeur et se dire, sur une petite tablette avec 0 réseau, comment je permets quand même à mon utilisateur de pouvoir utiliser mon application, parce que ça c'est un super argument aussi, que si tous ceux qui n'ont pas un super PC peuvent pas accéder à l'application, c'est une perte aussi. Et ça, je pense que ça peut être aussi un bon moyen de convaincre des PO ou des métiers de en fait là il y a 50% d'utilisateurs, ils ont une vieille version de Firefox, comment on fait pour que ça fonctionne aussi, quoi. Et ça passe par réduire nos charges et notre temps de chargement, par exemple. Bosser la rétrocompatibilité, bosser la compatibilité navigateur, ce genre de choses, ça te permet de toucher plus d'utilisateurs potentiels, en fait. Comme tu dis, on a notre biais de développeurs avec nos super machines dernière génération super puissantes. Mais si on fait par exemple une appli grand public, c'est pas du tout représentatif de nos utilisateurs, en fait. C'est des chiffres qu'on utilise peut-être pas assez, parce que c'est vrai que, comme tu dis, nous on a un gros biais, on a souvent des machines assez puissantes, puis même globalement les gens avec qui on travaille ont le matériel idem. Et du coup, se rendre compte que la dernière version, elle n'a pas été adoptée par tout le monde. Le dernier téléphone sorti, le dernier ordinateur sorti, en fait, il n'a pas été adopté par tout le monde, pardon. C'est aussi un argument important, c'est pouvoir dire, votre site, il doit être aussi accessible. Enfin, l'objectif, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre. Accessible, pas forcément en termes d'accessibilité, mais au moins qu'il soit disponible pour le plus grand nombre. Il faut considérer qu'il y a une majorité de la population qui n'est pas forcément à jour. Ouais, tout à fait. Et je fais un petit pont, parce qu'on parle d'accessibilité, éco-conception, accessibilité, ça fait partie de ce qu'on appelle la grande famille du numérique responsable, qui englobe aussi d'autres choses, notamment le respect des données personnelles, ou alors ce qu'on fait avec en gros la finalité de l'application, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce que ça a un impact social, écologique positif, ou pas, voilà. L'accessibilité, qui, comme tu dis, il y avait des réglementations là-dessus, ça s'accorde en général plutôt pas mal avec l'éco-conception, c'est plutôt une bonne nouvelle, heureusement. Si les deux s'opposaient, ce serait un peu dommage. Et donc, de manière générale, on peut faire de l'accessibilité sur n'importe quel site, mais quelque chose qui est conçu avec simplicité, en respectant des standards, c'est plutôt quelque chose qui est éco-conçu, on va dire. Je vais au plus simple, ça se manifeste aussi dans mon DOM, tout simplement, dans la structure de ma page, ou dans la structure de mes composants, pour pas trop parler de web forcément spécifiquement. Donc ça facilite le travail d'accessibilité, et puis dans l'autre sens, pareil, utiliser des choses très standards peut un petit peu améliorer les performances, donc les deux marchent bien, plutôt pas mal ensemble. C'est rare que ça s'oppose, ou c'est sur des tout petits détails en général. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un développeur qui arrive dans une mission et qui a son poids seulement de développeur, un peu comme on disait souvent, l'éco-conception ça se fait en grande partie au moment des réflexions sur les features. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme action que pourrait faire un développeur pour essayer de convaincre, ou même de son côté pour améliorer? On en a déjà un petit peu cité, mais est-ce que tu aurais un top 10? Un top 10, alors peut-être que ça va dépendre du niveau de seniorité du développeur, je dirais. Si je suis développeur senior, tech lead, je vais peut-être avoir un peu plus de poids sur les choix techniques. Peut-être que je vais aussi avoir plus de discussions avec le reste de l'équipe métier. Donc ça, c'est tout autant d'occasions de discuter je vous dis, est-ce que cette fonctionnalité est essentielle? Est-ce qu'on peut pas simplifier l'interface? Est-ce qu'on peut pas fluidifier le parcours? Ce genre de choses. Et puis si je suis développeur, expérimenté ou pas, mais que je veux me concentrer que sur de la technique, effectivement, il y a plein de ce qu'on appelle des bonnes pratiques, des trucs qui sont déjà, qui existent déjà dans le web, qu'on se dit déjà, mais qui s'appliquent bien à l'éco-conception. Donc il y a plein de volets. Il y a le volet front. On va commencer par le front. Il y a 3 grosses briques côté tech. On va dire il y a le front, le back, et puis tout ce qui est archi, infra. Chez nos cloud providers préférés. Donc le premier volet côté front, tu vas avoir pas mal d'optimisation finalement. Tu vas pouvoir optimiser tes performances avec du lazy loading par exemple. Ça, tu dis ma ressource, mon image, etc. va pas se charger à tous les coups. T'as un quick win dont on parle souvent, c'est d'optimiser tes ressources, parce que souvent la taille de ton site web, c'est pas du tout ton petit code React ou Angular ou Vue, que sais-je, mais c'est des bibliothèques tierces, des ressources externes, du genre image pas compressée, avoir 5 fontes différentes alors que t'en as besoin que d'une seule, ce genre de truc. Et en fait, on se rend assez mal compte des proportions de tout ça, mais souvent l'essentiel d'un site web, quand je dis essentiel, c'est parfois
75-80% de ton site, ça peut être en fait pas ton code à toi. Et donc, premier truc à optimiser, ça peut être tes images, hein, premier truc. Hein. Souvent, c'est ce qui prend le plus de place. Il y a des formats qui marchent très très bien pour pas avoir de perte de qualité et qui sont assez bien supportés maintenant sur le web. Les WebP, les AVIF, c'est des formats auxquels on pense pas trop, on pense souvent JPEG, PNG. Mais en fait, on peut avoir d'excellentes qualités avec des toutes petites images de quelques dizaines de kilooctets. Ensuite, une fois, donc pareil, hein, il y a des astuces pour réduire la taille de ces ressources. Hein, les images, les vidéos, ça se compresse. Les fontes, on peut par exemple supprimer des caractères inutiles. Parfois, on télécharge une fonte avec des caractères chinois, japonais, arabes, grecs, etc. Alors que très souvent, on a besoin que de l'alphabet latin. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place. Et puis là où il faut être vigilant, c'est en fait, quand on est développeur front-end, faut y aller mollo sur le npm install parce que les bibliothèques, ça fait mal. Derrière. Voilà, les dot modules, c'est très lourd. Donc même s'il y a des options du style tree shaking, ce genre de choses, ça fait souvent des bundles JavaScript assez gros. Et puis les derniers, c'est peut-être tous les pièges dont on se rend pas compte dans le front, du style si je rajoute un petit bouton de réseau social, un Facebook, un X, un Insta, et ben parfois je vais télécharger tout le JavaScript avec un SDK d'Instagram qui va faire du tracking, en plus qui va pas être bon pour mon RGPD. Donc en fait je peux juste faire un simple SVG avec un lien, quoi, par exemple. Et puis il y a aussi par exemple les Google Fonts, ça c'est un gros cheval de Troie. On se dit qu'on va juste attraper un petit fichier de fonte et puis en fait c'est des gros scripts de Google qu'on télécharge. Donc il y a plein d'exemples comme ça, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est souvent très mauvais pour les performances du site. Et puis dernier truc auquel je pense, ça c'est beaucoup plus dur à retirer, mais côté front, les publicités, c'est vraiment la mort de la performance, hein, les trucs qui clignotent à l'écran et puis qui font énormément de requêtes réseau. Et puis tout l'aspect tracking, ça aussi c'est en général assez gourmand en ressources, ça peut faire beaucoup de requêtes, beaucoup de scripts JS aussi qu'on télécharge. Donc voilà, à la différence que pour le tracking, ça peut servir à savoir ce qui est utilisé ou pas. On parlait tout à l'heure des fonctionnalités qui servent à rien, ça peut aussi être en prod. Regardez ce qui sert à rien. Bon, ça c'est le volet front. Ensuite, il y a le volet back. Alors, volet back, du coup, ça va être d'améliorer les temps de réponse, hein, pour que le ressenti utilisateur côté front à la fin soit bon. Donc, pour améliorer le temps de réponse, tout est bon. Donc, je vais optimiser mes requêtes SQL. Je vais peut-être pouvoir, par exemple, mettre en place des systèmes de cache à tous les niveaux, hein, d'ailleurs. Alors, cache, c'est toujours compliqué, hein. Il y a le célèbre adage qui dit les deux trucs compliqués pour les développeurs, c'est de bien nommer ses variables et de faire de l'invalidation de cache. Bon, c'est pas toujours bon à tous les coups, mais en tout cas sur ce côté-là, en général, c'est plutôt bon pour les perfs. Et puis bon, voilà, il y a plein de choses. On peut mettre en place la pagination. C'est pas très compliqué côté back, mais clairement, c'est beaucoup moins gourmand sur la DB. Ça fait des requêtes plus petites, ce genre de choses. Même si ça rajoute une petite complexité le code, mais enfin c'est pas la mer à boire. Et puis côté infra, il y a plein de choses, il y aurait plusieurs choses à dire. Bien choisir son cloud provider, ça c'est important. Les Américains sont pas forcément les meilleurs, hein. Faut être un peu cocorico, hein, se dire. Il y en a d'autres qui existent. Voilà. Qui sont très bien. Alors c'est pas adapté à tous les projets, hein, mais les OVH, les Scaleway, ce genre de cloud providers sont plutôt mieux, plus transparents sur ce qu'ils font. Et c'est assez intéressant d'avoir par exemple leur politique de renouvellement des équipements, hein. Donc souvenez-vous, côté terminaux, en fait c'est la fabrication qui coûte le plus cher en émissions de CO2 et aussi en d'autres impacts. Côté serveur, bon, c'est un peu plus équilibré, mais il y a quand même un impact non négligeable pour fabriquer un serveur, voilà, le processeur qui va tourner, le SSD qu'il faut changer tous les X temps, donc ça aussi il faut y penser. Le serveur, ça reste un objet physique quelque part. Ça reste un objet physique, ça reste du métal qu'on a extrait du sol, qui a fait plusieurs fois le tour du monde en transport pour arriver dans le rack d'un data center, donc ouais, ça compte. Donc la sélection du cloud provider a son importance. Et puis, où placer son data center aussi, ça c'est important, hein. En France par exemple, on est assez on va dire décarboné, en tout cas on émet moins de CO2 que nos voisins. Parce qu'on a un parc nucléaire un peu plus développé qu'eux. Il y a d'autres aspects négatifs, hein, le nucléaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat du nucléaire, mais sinon c'est un autre débat. C'est un autre débat, voilà, sinon on en a pour 3 podcasts. Mais
Oui, en tout cas, si on regarde que l'aspect CO2, bon, attention, il faut quand même regarder souvent d'autres aspects, hein, l'utilisation d'eau, l'érosion de la biodiversité, l'utilisation, je vous dis, hein, quand on est ce qu'on appelle les ressources abiotiques, hein, tous les minerais qu'on extrait du sol. Mais bon, disons que si je regarde le CO2, qui est quand même un paramètre pas inintéressant à regarder, la France est plutôt dans les bons élèves en Europe. Et puis, par contre, si on parle d'optimiser les coûts, par exemple, dans la démarche FinOps, parfois on dit je vais mettre mes serveurs aux États-Unis, ça va coûter moins cher. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de charbon et de pétrole, donc c'est plutôt une mauvaise idée. Donc, pour des raisons de RGPD par exemple, et puis d'éco-conception, placer son serveur en France, dans la mesure du possible, il faut voir avec les clients où ils sont, mais voilà, c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà, il y a plein de pratiques. On pourrait en faire une longue liste. J'ai l'impression d'en avoir cité déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais voilà, quand on est développeur, quelle que soit l'échelle à laquelle on est, on a de l'influence. Et donc, je le répète, le plus important va être de réduire, d'améliorer le ressenti utilisateur et de réduire le sentiment d'obsolescence, qui n'est pas toujours lié à des métriques techniques. Ça peut être un temps de réponse côté back, mais ça peut aussi être un truc très bête côté front. Et donc, c'est souvent cette dernière brique qu'il faut optimiser et qui est parfois le maillon faible, même souvent le maillon faible dans la chaîne. Donc c'est souvent le maillon oublié. Un petit peu. On se dit, mon API a des temps de réponse acceptables de quelques centaines de millisecondes ou quelques secondes, donc en fait, ça marche plutôt bien. J'ai plutôt bien fait mon boulot d'optimisation. Et puis, j'ai un gros header de 5 mégas sur mon front, poussé par le marketing qui défonce mes performances, et du coup, je perds quasiment tout le travail qui a été fait derrière. Donc, il faut penser à cet aspect-là aussi. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que souvent, pour parler éco-conception, on doit vendre ça sur d'autres aspects. Donc très souvent l'aspect financier qui marche le mieux, ça peut être aussi les lois. Comment est-ce qu'on fait justement pour pas tomber dans l'excès du greenwashing et du coup de plus parler d'argent que vraiment d'écologie derrière? C'est quand même quelque chose d'un peu sensible. Ouais. Et moi j'ai toujours un peu du mal, je sais qu'il y a beaucoup justement de publicité là-dessus. Et au fond, moi je me dis quelque part, en vrai, c'est toujours un peu du greenwashing, mais en même temps, si quelque part ça fait un effort, tant mieux. Et comment trouver à quel point on se moque de nous, ou au final, oui, ils gagnent de l'argent, ça c'est indéniable, mais c'est intéressant quand même. Il y a quelques red flags dans le greenwashing, quelques techniques très couramment utilisées par les entreprises pour se dire voilà, je suis super écolo. Et donc ça peut servir à détecter quelle entreprise est un peu sérieuse ou pas. Il y a un premier red flag qu'on entend souvent, c'est des entreprises qui se déclarent neutres en carbone, carbon neutral en anglais. Voilà. Ça par exemple, c'est faux systématiquement. Par exemple, le GIEC dit que la neutralité carbone, c'est un truc qui se fait à l'échelle d'un territoire, donc une région, un pays, un continent par exemple. Mais à l'échelle d'une entreprise, ça n'a pas de sens. Donc, déjà, dès que tu vois neutre en carbone quelque part, tu peux dire que c'est faux. Deuxième chose, c'est aussi neutre en carbone, ce que ça cache derrière. Très souvent, c'est des gens qui continuent de polluer comme avant, mais qui disent je vais les replanter des arbres en compensation. Une compensation, ça se voit beaucoup. Qui est un truc complètement un peu fallacieux en fait, parce que je sais pas, la conso électrique de ton serveur qui va utiliser de l'électricité, générer de la pollution derrière, elle est instantanée. Tu réponds à une requête d'un utilisateur, ça par contre. Par contre, si tu plantes un arbre, l'arbre pour absorber du CO2, il va mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans. D'ailleurs, au passage, rien ne te garantit que l'arbre ne va pas mourir. C'est ça. Il y a plein de parcs d'arbres qui sont mal entretenus, par exemple. Il y en a aussi qui peuvent brûler, par exemple, à cause du réchauffement climatique, au hasard. Donc, il n'y a pas de garantie. Cela dit, il y a quand même ceux qui replantent des arbres, c'est pas tous des affreux. Il y en a qui font ça sérieusement, qui y croient, mais voilà, en général, c'est un des leviers principaux pour les entreprises pour se dire neutre en carbone. Bon, alors une fois que tu as mis de côté l'aspect neutre en carbone, moi je considère que c'est pas mal d'avoir un petit peu d'humilité quand tu es une entreprise et de dire j'ai pas forcément besoin d'énormément communiquer là-dessus. Alors c'est un peu dur à dire à certaines, de dire tu vas faire un effort, mais pour moi, il y a une certaine presque ça devrait être un petit peu normal pour moi
tout simplement faire des efforts et de pas forcément s'auto-congratuler, se dire qu'on a une médaille. Il y a quelques années, les efforts de performance qu'on faisait, c'était pour des questions de rétrocompatibilité ou parce qu'on voulait bien utiliser les ressources informatiques, en gros pour pas que ça rame. Aujourd'hui, on a des ordinateurs surpuissants, enfin des machines surpuissantes, qui font que dès qu'on optimise, on a envie de se jeter des fleurs, mais en fait, c'est pas obligatoire. Et puis voilà, bref, il y a plein d'autres aspects de greenwashing. Par exemple, on parlait de l'égalité, de côté respecter la loi. Actuellement, il n'y a pas de loi qui force à faire de l'éco-conception, ça pourrait venir un jour. Mais donc, il y a plein d'entreprises qui disent « Regardez, on est en avance sur la loi », alors qu'en fait, il y a déjà quelque chose de réglementaire qui est arrivé. Donc voilà, il y en a plein. Un autre greenwashing classique, c'est de dire « Regardez, cette petite partie de mon entreprise est super écolo, par contre, le reste, c'est catastrophique ». Du genre, on pompe du pétrole et c'est 99% de notre activité, mais regardez, nos activités IT sont super éco-conçues. Donc ça, c'est un beau moyen de dire qu'on est green. Voilà, il y a encore pas mal de techniques. Mais en tout cas, si vous entendez ce genre de rhétorique, c'est en général des trucs à débunker. Et puis, des gens qui iraient plutôt vers des choses plus sobres, qui irait au plus simple, qui dirait pas juste regardez, j'ai fait le même site mais avec des techniques différentes. C'est plutôt bon signe en général. Voilà, des gens qui vont vraiment se questionner sur l'usage, voire carrément les changer, ou même peut-être un peu changer leur business model. En gros, des gens qui vont un peu plus loin dans leur démarche que juste je compresse mes images, quoi, en gros. C'est plutôt bon signe, par exemple. Mais quand on va vraiment dans le choix de la conception, se remettre en question sur différents aspects techniques fonctionnels, déjà c'est plus positif. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un grand point qui a beaucoup été remonté. Après là, si on dévie du sujet, mais sur le fait que toujours pas ce sujet, forcément, ça peut. Mais sur le côté, mon entreprise et neutre en carbone du coup, ou en tout cas fait un maximum d'efforts, mais que tous les fournisseurs derrière non. Du coup, l'enjeu c'est à quel point, comment est-ce qu'on fait pour, même si on investit chez ce fournisseur, pour transcrire chez nous un petit peu, c'est oui, on peut choisir son data center, mais il y aura quand même des limites. Dans tous les cas, ça va consommer. Donc, est-ce qu'on va être responsable au point... jusqu'à où on peut se dire éco-responsable parce qu'on va avoir besoin d'un data server. C'est un peu ambigu, quoi. C'est une grande question, et en fait... Se dire éco-responsable à tout prix, moi je crois pas que c'est un truc où, encore une fois, qu'il faut forcément mettre en avant. Dire qu'on fait le maximum d'efforts, qu'on essaie de contribuer le plus possible, moi ça me semble être bonne manière de l'exprimer. Mais comme tu dis, t'as pas le contrôle sur toute la chaîne en amont, donc tu peux optimiser tes briques, mais après c'est là que éco-conception, tu commences en te disant je vais compresser une image, et tu termines avec des grands questionnements politiques, sociétaux, etc. Mais oui, en fait, comme dans beaucoup de choses en écologie, à la fin, c'est des décisions politiques qui vont avoir beaucoup de poids. C'est des grandes directions économiques aussi, qui vont avoir beaucoup d'influence. Et donc toi, si tu t'amuses à optimiser ton appli, mais dans un monde où il y a de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus de serveurs, de plus en plus de puissance de calcul utilisée, oui, on peut s'interroger même sur l'utilité de l'éco-conception dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est une démarche qui a du sens chez des gens qui en sont un peu convaincus, qui ont une démarche à peu près sincère. Et puis, effectivement, si on a l'entièreté du monde contre nous, ça va pas beaucoup faire avancer le truc, quoi. En tout cas, on va avoir un impact minime. Donc, d'où ce truc que je rabâche un petit peu, mais de questionner le besoin. En fait, derrière, l'idée, c'est de dire on a souvent besoin de moins de numérique, en fait. Il y a même des choses qu'on pourrait dénumériser. On veut absolument... digitaliser tout à tout prix. Alors digitaliser, faut pas trop le dire, parce que, je préfère dire numériser. Maintenant c'est passé dans le dictionnaire, mais dans ce sens-là, mais bof. Donc on veut tout numériser à tout prix, mais il y a des choses qu'on peut dénumériser, pas tout évidemment. Et puis en questionnant la fonctionnalité, on peut vraiment faire ça, quoi. Au final, l'éco-conception, ça a de l'intérêt si ça s'accompagne de sobriété. Oui, c'est souvent ça. C'est-à-dire que si il y a un truc qui s'appelle l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons, dont vous avez peut-être entendu parler.
Si tu augmentes ton efficacité, en gros, tu fais de l'optimisation de la performance, mais que derrière ton usage augmente, tu as perdu quoi. La globalité de tes émissions, ton usage final aura augmenté. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Tu me parlais de la puissance informatique supplémentaire qu'on avait. Au lieu de se dire qu'on allait faire des sites des centaines de fois plus rapides ou des applis qui marchent beaucoup mieux, on se dit non, en fait, je vais exploiter cette nouvelle puissance pour je sais rien, on va faire des applis. En gros, on va, pour faire simple, injecter plus de JavaScript qui servent à plein de trucs, de la pub, du tracking, des animations, etc., etc. Donc, l'idée de la sobriété et de se questionner avant tout est vraiment centrale. Et c'est seulement une fois qu'on s'est questionné sur son vrai besoin qu'on peut faire de l'optimisation sur, on va dire, le peu de choses, le petit périmètre qu'on a choisi de proposer aux usagers. Ça revient un peu en arrière, mais je me demandais, pour détecter un peu l'honnêteté dans la démarche d'une entreprise à dire qu'elle est éco-conçue, etc. Peut-être qu'il existe des labels ou des certificats, un peu comme pour le papier, il y a des labels qui certifient que ça replante des arbres, on va dire, ou ça le fait à peu près correctement. Peut-être qu'il y en a de plus en plus, ou même des sociétés qui accompagneraient d'autres sociétés pour dire, comment tu peux être un peu plus écologique et éco-conçu. Peut-être qu'on peut se fier plus à des choses comme ça, si ça existe. Alors ça existe, il y a quelques labels qui disent, par exemple, alors tu as des labels pour des certifications, par exemple, pour dire j'ai formé mes collaborateurs à une formation d'éco-conception, par exemple. Tu peux aussi, c'est un grand volet de l'éco-conception, mais qui est assez imparfait, c'est la mesure, c'est-à-dire qu'une fois que certains outils de mesure te permettent d'avoir un score à la fin, un score d'éco-conception. Il y a plein d'outils qui permettent de le calculer, mais ce score d'éco-conception, tu peux l'afficher sur ton site, tu peux mettre un petit label comme ça. Selon moi, les mesures ont pas mal de biais, du coup je suis pas forcément super fan de cette approche. Souvent les mesures, je vois ça aussi notamment pour la performance. Oui. Ça me fait toujours un peu sourire, parce que il y a toujours un biais de comment est-ce qu'on le lit. Est-ce qu'on est capable de le lire correctement? Est-ce qu'on donne du sens aux indicateurs, enfin le bon sens aux indicateurs? Du coup, ça rend tous ces calculs-là un petit peu étranges à utiliser. J'ai toujours trouvé ça un peu particulier, quoi. Les discussions autour sont très... sont très complexes. T'as plein de problèmes quand on rentre dans le sujet de la mesure, d'éco-conception notamment, mais même de manière générale dans l'IT. Déjà tu peux avoir des systèmes de vases communicants, du style j'optimise mon CPU, mais en fait ça va peut-être me prendre un peu plus de stockage ou plus de requêtes réseau, ce genre de choses. À l'inverse, si je mets un cache, ça va moins le solliciter. Voilà, bref, t'as ce genre de choses. Et puis le problème supplémentaire qui s'ajoute dans les outils d'éco-conception, de mesure d'éco-conception, c'est que souvent, pour tout un tas de raisons, on va convertir des métriques techniques en des équivalents CO2 ou des quantités d'eau consommées, par exemple. Et ça questionne un petit peu, parce que ça utilise des formules qui sont déjà pas toujours publiques, qui peuvent être un peu discutables parfois, et puis qui donnent un chiffre qui est peut-être à peu près dans le bon ordre de grandeur, mais auquel en gros il faut pas se fier absolument. Et donc il y a plusieurs volets dans la mesure. Pour moi, il y a un volet où si je veux mesurer pour convaincre quelqu'un, pourquoi pas, je peux utiliser ces outils-là, je peux dire regardez notre super site qui en prod émet X kilogrammes ou tonnes de CO2, chiffre à prendre des pincettes, ça tu le dis pas au moment de ta présentation, mais ça peut aider à convaincre, ça peut aider à, avoir du budget, à dire qu'on va s'intéresser à ce sujet-là. Par contre, moi je considère qu'en tant que développeur, c'est pas forcément super intéressant de dire je veux absolument améliorer mon score, par exemple. Par contre, on peut faire des tests de non-régression d'éco-conception. Ça, j'aime plutôt bien l'idée de dire mon outil de mesure, je le branche dans ma CI, et puis dès que je déploie une fonctionnalité qui vraiment plombe mes performances, là, je vais m'y intéresser, regarder un petit peu de plus près, quelle que soit la valeur du score, quel que soit le nombre de grammes de CO2, etc. Mais voilà, en gros, mon chiffre, la valeur absolue de mon chiffre n'est plus si importante, mais en fait, c'est son évolution dans le temps que je vais regarder. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est une approche que j'aime plutôt pas mal. C'est au même niveau que des tests et tu checkes aussi que ton appli, elle ne devienne pas absolument lourde d'un coup. C'est un outil sympa, ça. Oui, au final, le chiffre en tant que tel, il n'a plus vraiment de valeur. C'est plutôt c'est voir augmenter ou descendre. C'est ça qui va nous intéresser. Une comparaison, c'est ça.
Ce qui rend quand même, dans tous les cas, cette information-là pertinente. Ouais. D'autant que ces chiffres se basent quand même pour la plupart, pour tous, sur des métriques techniques. Donc j'en sais rien, ça peut être des cycles de CPU, ça peut être un nombre de requêtes réseau, ça peut être la taille de ton DOM dans ton front, la RAM que tu as consommée dans ton serveur, etc. etc. Mais donc si tu as réussi à diminuer ton score par exemple, tu peux deviner qu'à peu près toutes tes métriques ont, on va dire globalement diminué sans qu'il y ait trop de vases communicants, d'un qui augmente pendant que l'autre diminue drastiquement, quoi. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais je sais en tout cas qu'en termes de coût de l'internet global, ce qui a le plus d'impact, c'est la bande passante. Je sais pas quel est son impact de manière écologique. Ouais, bonne question. Alors cette donnée, je l'ai pas, moi. Ça me paraît pas absurde que l'essentiel du coup vienne de là. Puisqu'en gros, la bande passante, c'est la partie réseau, en fait. Donc, quand tu déploies plein d'antennes 5G, je pense que c'est un coût non négligeable. Quand tu fais des gigantesques câbles sous-marins entre des continents, ça je devine, je connais pas les chiffres, mais je devine que le coût est assez gigantesque. Peut-être plus du coup que de fabriquer, alors pareil, faudrait multiplier par le nombre d'appareils, mais que de fabriquer des ordinateurs ou alors des équipements dans des data centers par exemple. Donc c'est peut-être ça qui fait ça. Et du coup, il y a parfois, par cet aspect-là, tu soulèves un truc intéressant. Les histoires de suppression de mails ou de ne pas regarder Netflix par exemple, Netflix ou service de streaming, peu importe, ça part un petit peu de l'idée de plus je stocke de données ou plus je transmets de données, plus ça va être lié à une consommation électrique. Et ça c'est discuté, mais c'est pas évident que les deux soient forcément corrélés. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle je vais changer plus de gigas et je vais émettre plus de grammes de CO2, mais c'est presque l'unité de mesure, CO2 par giga, c'est probablement une mauvaise unité de mesure. C'est-à-dire que l'augmentation de la taille du réseau se fait plutôt par effet de seuil, c'est-à-dire j'ai plus d'utilisateurs à un endroit, je sais pas, ma ville est très dense, donc je vais mettre plus d'antennes 5G. J'ai une nouvelle région géographique que je veux connecter à Internet au débit, donc je vais faire un gros déploiement de fibre optique et je vais générer des pollutions. Donc c'est a priori plutôt ça qui fait qu'on a des impacts, mais du coup c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus indirect. Donc l'impact du réseau qui augmente, c'est pas parce que toi personnellement tu regardes Netflix, c'est plus parce que au global l'usage mondial a augmenté et fait qu'on télécharge plus de données. On en revient un peu sur un impact physique. Et c'est toujours de l'impact physique à la fin. Plus de lignes, plus d'antennes. C'est ça. Et l'informatique a cette image d'un truc très immatériel, surtout pour nous les développeurs, on fait du software. Mais en fait, il n'y a que des réalités matérielles derrière, et Internet, c'est du métal, quoi. Voilà, c'est plein de minerais mélangés. Oui, c'est vrai que c'est un énorme biais. C'est un énorme biais qu'on a. C'est physique, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, dire le cloud, tout ça, non, il n'y a rien. Oui, le cloud, on a l'impression que c'est un truc magique. Un peu magique. En fait, c'est le PC de quelqu'un d'autre. C'est pas dans les nuages, c'est bien quelque part. C'est juste, c'est pas dans ta cave, c'est dans la cave de quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Mais oui, c'est important de se le rappeler. C'est vrai que moi, c'est les plus gros enjeux, je trouve, que j'ai aujourd'hui. C'est, au final, je commence à quand même avoir pas mal de connaissances sur le sujet, à être assez informé et sensibilisé. Mais de là à l'expliquer, ça m'est arrivé dans des discussions justement où vraiment il y a ce côté, de toute façon, l'éco-conception, c'est ce qu'on disait au début, mais c'est à part la moindre ligne de code pollue. Et là, c'était vraiment un cas où tu dis, oui, mais tu peux quand même faire des trucs, quoi. Et on se retrouve un peu bête, je trouve. C'est difficile de pouvoir dire des choses contre ça, argumenter dans cette situation-là, même vis-à-vis d'un client ou dans son entreprise. Être capable de dire alors on va vous faire de l'éco-conception, mais vraiment ouvertement, je trouve que c'est un enjeu. Juste cette partie communication est un enjeu assez bien sûr, assez important. Et plus tu montes haut, plus tu arrives à monter haut dans les grades, plus tu peux avoir d'impact potentiellement. C'est-à-dire que si tu formes vraiment le dernier maillon de la chaîne à ça, tu vas pas avoir autant d'impact que si par exemple toute ta DSI a envie d'aller dans ce sens-là en fait. Oui. Et d'ailleurs, si tu parles d'une DSI, j'y reviens, en fait, ça va être presque, dans certaines boîtes, le renouvellement du parc informatique de l'entreprise, qui peut avoir parfois plus d'impact que toutes les optimisations logicielles que tu peux faire par ailleurs.
Oui, c'est vrai que c'est pas souvent quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler quand je suis allée chez un client ou dans une entreprise. Le terme éco-conception, écologie, il arrive jamais, quoi. Ouais. C'est beaucoup, soit ça va être les sous, soit ça va être la valeur que tu apportes à ton utilisateur, ce qui est déjà très intéressant. Mais oui, c'est vrai que j'ai jamais entendu, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour notre partie écologique, quoi? Est-ce qu'on s'en soucie? C'est pas du tout dans les réflexions. Enfin, je l'ai jamais vu passer. Ouais. Je trouve que mine de rien, quelque chose qui aide beaucoup, et je le vois par l'accessibilité, c'est la loi. C'est vraiment un volet qui permet d'être capable de porter le sujet et d'avoir un truc officiellement un petit check si c'est important, quoi. Alors que aujourd'hui l'éco-conception, de temps en temps, j'ose prononcer ce mot, mais on sent que voilà, je le dis rapidement entre d'autres trucs. Alors que l'accessibilité, j'ai aucun problème à aller le défendre parce que j'ai derrière, au moins, si je tombe sur quelqu'un qui veut pas entendre parler, j'ai l'argument final de dire, il y a la loi. Ouais, ça, on malheureusement, préfère avoir des c'est meilleurs pas le cas arguments, aujourd'hui. Ouais, Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux... Il n'y a pas de loi en France qui t'interdit de concevoir ton site n'importe comment. Et alors, ça pourrait arriver un jour, mais c'est un petit peu dur à évaluer, en fait. Là où l'accessibilité, tu peux faire des audits, tu prends le RG2A, hein, voilà, tu dis est-ce que je respecte ou pas tel critère. Éco-conception, en fait, c'est plus des grandes questions générales où c'est parfois compliqué de répondre par oui ou non. Il y a plusieurs référentiels qui existent. Il y en a qui sont très, très techniques, très terre à terre, hein, du style rajoute cette ligne de config dans ton serveur ou rajoute un truc de cache. Mais si tu prends des critères très haut niveau, du genre est-ce que j'ai vraiment fait attention à faire de la rétrocompatibilité chez mes utilisateurs, par exemple, c'est quoi la c'est quel seuil, par exemple, que je vise? Ça, c'est des questions qui sont assez dures à répondre. Et donc, mon avis, un des obstacles au côté légal, c'est aussi c'est la difficulté à évaluer, à mesurer, à être sûr de bien qu'est-ce qui est éco-conçu, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'où l'importance de la démarche que je vous expliquais avant, de se limiter les besoins. Pareil, est-ce que je me suis concentré sur le besoin essentiel? Comment est-ce que je mesure ça? Comment est-ce que je dis un site a fait vraiment le plus important et a laissé de côté le reste? C'est pas facile à évaluer. Alors que l'enjeu, c'est la métrique. voilà, exactement. Ouais, C'est un des enjeux, effectivement. Ouais. De pouvoir le vendre, parce que l'accessibilité, effectivement, on peut avoir des métriques, ça se mesure bien. L'éco-conception, le mesurer, c'est dur. Donc du coup, pour vendre des mesures derrière, parce que souvent, au final, ce qu'on va vendre, c'est aussi ça. On peut avoir dans notre cahier de conception, telle mesure à atteindre, etc. Là, on sait pas trop comment le formuler. C'est vrai que c'est un bon point soulevé, j'avais pas pensé comme ça. C'est vrai que du coup, maintenant, je me dis, il y a plein de fois où, en fait, c'est plus... comment je le justifie? L'accessibilité, comment j'évalue? Il faut respecter le RG2A. Ok, ça nous donne une liste à respecter, c'est cool. Éco-conception, c'est pas si bien de faire d'éco-conception. Il y a plein de bonnes pratiques, mais derrière, comment je les valorise? Comment je peux dire, yes, j'ai quand même fait un truc? C'est une bonne piste de réflexion. Moi, c'est souvent, toi tu disais que tu savais pas comment donner d'arguments à l'éco-conception quand t'es dev et tout. Et moi, c'est vrai que souvent, la conversation tourne très vite autour de oui, de toute façon, dans le milieu du dev, c'est juste du greenwashing. Tu dis que tu fais des formations dans l'éco numérique. Moi, je sais que c'est beaucoup ça que je me prends comme réponse. Et comment tu peux répondre à ça, à dire oui, j'ai limité ma taille des images. Je fais arrête, tu me fais juste du greenwashing. Et tu fais bon, ok. En fait, ce qui est difficile, c'est que l'impact, il est indirect et il est diffus. C'est-à-dire que limiter la taille de ton image, par exemple, je vous parlais des réseaux qui augmentent de volume quand il y a des gros pics, de la grosse demande. Bon, c'est pas ta compression d'image qui va aider à faire ça. Par contre, si tu as à grande échelle beaucoup d'applications qui font attention aux ressources utilisées, qui limitent le sentiment d'obsolescence, on peut espérer que ça limite la demande au renouvellement de terminaux. Une partie de la logique derrière ça, c'est que y a beaucoup de gens, il y a quelques études qui ont été faites là-dessus, sur les raisons qui poussent les gens à racheter un nouveau téléphone, par exemple. Et donc on se dit, bon, alors je me suis fait voler, je l'ai perdu, l'écran est cassé, la batterie ne marche plus. Bon, c'est des raisons, mais en fait, il y a, selon les études, parfois quasiment la moitié des utilisateurs qui disent, bon, je change en fait pour des raisons logicielles.
Donc ça peut être de la rétrocompatibilité du constructeur, hein, Samsung, Apple, tous les constructeurs Android qui supportent plus les nouvelles versions. Mais c'est aussi tout simplement le fameux SARAM. En fait, SARAM, c'est un truc très flou, mais ça, c'est une autre responsabilité. Et puis, comme je vous le disais, on accuse souvent le matériel alors que le logiciel a un grand rôle à jouer dedans, quoi. Mais du coup, pour contrer ton argument, c'est facile de dire oui, compresser une image en soi, c'est ok, je peux assimiler ça à du greenwashing, mais quand tu as une vision un petit peu plus systémique, et tu peux espérer que ça s'applique à plus grande échelle, là l'impact peut être un peu plus concret. Ouais, mais finalement, on parlait, c'est dur de mesurer, et c'est pourtant ça qui est le meilleur argument. Les mesures que tu viens de dire, de savoir que les gens changent de téléphone parce que ça rame, je trouve que c'est un super argument. Enfin, pourquoi ça rame? Parce que on peut pas s'empêcher de mettre toujours plus. Alors limitons ça. Tout à fait. On pourrait peut-être trouver une solution à trouver des chiffres par finalement analyser les comportements des gens en fait, qui découlent du numérique. Mais il commence à y avoir des durées, c'est-à-dire que les téléphones commencent à supporter les nouvelles versions de plus en plus longtemps. Je sais que Apple le faisait déjà depuis, ça fait un moment qu'ils ont des iPhones qui tiennent quand même assez longtemps les nouvelles versions, et Android commence à s'y mettre. Ouais, pas mal. Déjà, c'est quand même beaucoup plus agréable, parce que mine de rien, il y a quand même un effet de mode derrière ça. Et du coup, pour les développeurs, c'est vrai que ça peut aussi être des arguments de se dire d'être capable de supporter au moins X années de terminaux. Ça peut être un bel enjeu, hein. Déjà un enjeu c'est pas l'accessibilité, le problème c'est que c'est un peu ambigu, donc ça reste de l'accessibilité. Oui, c'est de l'accessibilité sens large, quoi, au plus grand nombre. Est-ce que je peux toucher le plus grand nombre? C'est ça. Et du coup, je remarque qu'au final, l'éco-conception, c'est beaucoup plus facile à vendre quand on n'en parle pas vraiment. C'est une conclusion, je trouve, un petit peu triste, mais globalement, j'arrive beaucoup mieux à vendre et parler d'éco-conception quand je ne prononce pas le mot éco-conception. Ouais. Dans ce cas, moi, j'ai envie de te dire, tant que tu appliques ta démarche et tant que tu vas tant que ça va dans le bon sens, en fait, bon, peu importe la manière dont tu l'as formulé, j'ai envie de te dire, si tu fais un petit peu attention aux performances, que tu bosses la rétrocompatibilité, que tu limites, encore une fois, cet effet de renouvellement de terminaux, indirectement, hein, donc, ok, hein, appelle ça performance, appelle ça optimisation, appelle ça... Il y a un domaine qui existe depuis 20 ans, ça s'appelle la web perf, dis que tu fais de la web perf, voilà, ça peut marcher comme ça. Et puis même... essayer de plus en plus sensibiliser ce sujet dans une entreprise, quoi, que ça devienne un sujet dont on parle de façon plus librement. Automatique. Ouais, et puis plus large aussi. Hein. Plus t'as de gens qui sont sensibilisés à ça, sans être des experts, mieux ton message va se transmettre. Si c'est un dev qui est tout seul dans le désert à dire que je sais pas, que telle feature est trop lourde, trop grosse, prend trop de trucs, bon, il va pas avoir beaucoup d'impact. S'il dit ça à quelqu'un qui est formé à l'éco-conception, qui est un petit peu plus haut placé, forcément ça risque de faire plus d'effet. Et du coup, sur toutes ces bonnes discussions, je pense qu'il est un peu temps de conclure. Benjamin, si tu devais retenir un point de cette conversation, qu'est-ce que ce serait ? Et d'une partie des questions que j'ai entendues, c'est peut-être la difficulté à vendre l'éco-conception chez un client, par exemple. Et donc, développer son argumentaire, avoir quelques chiffres en tête, savoir comment pousser cette démarche. Moi, ça me semble être un des trucs les plus importants dans l'éco-conception. Et j'espère avoir donné quelques clés, je sais pas, de vocabulaire, de formulation, de manière de dire les choses, pour que l'éco-conception soit un petit peu plus répandue dans ce qu'on code au quotidien. Ouais, je pense que c'est pas mal. Marianne, un takeaway ? Moi, je pense que ça va être celui de plus laisser dire les gens que c'est parce qu'on est dans le numérique qu'on peut pas faire d'éco-conception. Je pense que je pars avec plus d'arguments là-dessus, et ça fait plaisir. Et très précis, mais j'aime beaucoup ton idée de mettre des métriques dans la CI pour se rendre compte de mettre ce paramètre au même niveau que plein d'autres, de est-ce que j'ai aggravé ou pas alors je sais pas comment dire, mon level d'éco-conception sur mon appli. Ça, je trouve ça chouette, et voilà, c'est un argument de plus à pousser au niveau d'un dev dans un projet. Ouais. Et au final, je pense que moi, de mon côté, si je devais retenir quelque chose, ce serait ce côté un peu, des fois,
on s'en fiche un petit peu de dire que c'est de co-conception du moment qu'on arrive à avoir une meilleure qualité et qu'on arrive à nos fins. C'est quelque part le plus important. Et merci à tous les deux. Merci beaucoup à Benjamin d'avoir été là. Merci pour l'invitation. À très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Les liens sont en description. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires et à partager autour de vous.